sur la page dédiée à TEN qui est sur le site de l'ARBNA. Donc, il y aura un replay avec aussi l'ensemble des présentations des différents intervenants de la matinée. Donc, pour ceux qui n'ont pas participé au précédent webinaire, alors je m'excuse si c'est une redite, mais voilà, il y a une petite introduction qui se fait à chaque fois. Donc, le dispositif TEN, qui est Territoire engagé pour la nature, a ouvert le 24 septembre en Nouvelle-Aquitaine. Et il s'agit d'un appel à candidature qui offre une labellisation pour 3 ans autour d'un plan d'action et une offre d'accompagnement individuel et collective à l'amont et à l'aval des sélections des lauréats pour l'élaboration et la mise en œuvre de ce plan d'action. Pour l'année 2021, l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 31 décembre pour une sélection qui aura lieu début 2022. Donc, si vous êtes intéressé par la démarche et par l'offre d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter au sein de la RBANA pour vous aider à monter le dossier et après bénéficier de l'accompagnement par la suite. Il y aura d'autres appels à candidature qui seront lancés en 2022. Pour le moment, les dates ne sont pas encore définies. Depuis le mois d'octobre 2021, nous avons proposé un cycle de 4 webinaires qui se terminent donc aujourd'hui. Pour rappel, les thématiques abordées aux précédentes sessions ont été les solutions fondées sur la nature, la mobilisation citoyenne, ainsi que, excusez-moi, la restauration et la renaturation des milieux naturels. Donc, l'ensemble des captures de vidéos sont présentes sont mises à disposition sur la page dédiée sur le site de l'ARBNA. Et il faut savoir que les objectifs de ces 2 webinaires est de proposer une montée en compétences des porteurs de projets, donc de vous, et des idées d'action à mettre en œuvre sur vos territoires, ainsi que des potentiels partenariats à travers des retours d'expérience qui sont faits à chaque fois au niveau des webinaires. Nous souhaitons que ce type de format soit renouvelé chaque année en Nouvelle-Aquitaine et complété par d'autres formats d'ateliers thématiques qui pourront être plus longs, qui pourront être plus poussés sur des sujets, des visites de terrain ou d'autres formats. Ils seront ouverts à toutes les collectivités, qu'elles soient candidates, lauréates ou non, à territoire engagé pour la nature. Donc ça, c'était l'introduction de ce webinaire-là. Aujourd'hui, la thématique abordée est donc agriculture et biodiversité. Cette thématique va être abordée au travers de 4 présentations. Donc, on va avoir une première présentation assez générale sur l'agriculture et la biodiversité qui va être menée par Hélène Gross de l'ACTA, qui est l'Association de coordination technique agricole. Cette présentation sera suivie par un temps dédié à des exemples de compétences et d'outils qui sont mobilisables pour les collectivités sur ce sujet-là. Et cette présentation sera portée par Géraldine du CEREMA. Et se suivront 2 retours d'expérience de territoire de Nouvelle-Aquitaine, de collectivités de tailles différentes. Donc, un premier retour d'expérience qui sera présenté par Pascaline Segui de la Haute-Corrèze Communauté. Et le titre porté est « Concilier les enjeux environnementaux et agricoles avec limitation de la dégradation du terrain agricole ». Et le deuxième retour d'expérience, ce sera par une commune de Bordeaux Métropole, donc la commune de Bègle, est représentée par Alexandra Miliki et qui viendra parler des transformations des zones urbaines délaissées en jardins potagers, jardins partagés et autres exemples. Il y aura un temps d'échange qui sera dédié, qui sera possible après chaque présentation. Et à la fin du webinaire, je vous mettrai à disposition un lien qui vous permettra d'accéder au questionnaire de satisfaction de manière à ce que vous nous fassiez votre retour sur le webinaire. Oui, bah ouais, c'est trop bien. Hein. Voilà, donc je laisse la parole à Hélène Gross pour introduire ce webinaire sur l'agriculture et la biodiversité. Merci. Bien sûr, par rapport à la DP. Bonjour à tous. Donc, comme cela a été introduit, donc je m'appelle Hélène Gross.
Je suis chargée de mission biodiversité et agroécologie à l'ACTA. Donc l'ACTA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut de coordination des instituts techniques agricoles. Donc les instituts techniques agricoles font de la recherche et développement. Alors ils sont organisés par filière et donc l'ACTA, on est le chef de file de ces instituts. Cette introduction me permet aussi de dire que voilà, moi, je dirais l'exercice n'est pas forcément évident au sens où je ne vous connais pas, donc je ne sais pas en fait quel est le niveau, on va dire, de connaissance et d'attente par rapport à cette présentation qui lie agriculture et biodiversité. Et surtout, je travaille en fait assez peu avec des collectivités, donc voilà, en termes de levier, j'ai essayé d'explorer quelques leviers, quelques propositions à discuter, mais voilà, du coup, je pense que les autres interventions qui passeront avec moi seront peut-être plus éclairantes sur ce volet-là. Donc pour cette présentation introductive, donc à ce webinaire sur agriculture et biodiversité, je l'ai intitulé Agriculture et biodiversité, je t'aime moi non plus, avec l'idée d'explorer un petit peu ces liens qui lient production agricole et biodiversité, avec un peu cette double injonction, à savoir d'un côté l'agriculture a besoin de la biodiversité, et en même temps on reproche souvent à l'agriculture voilà, d'avoir peut-être des pratiques qui ne sont pas très vertueuses pour la protection de la biodiversité. Alors, vous en êtes quand même à votre 4e webinaire sur la biodiversité. Donc, l'idée, ce n'était pas de revenir sur qu'est-ce que la biodiversité. Par contre, il me semblait quand même important, en tout cas, je souhaitais partager avec vous mais quelques points qui me semblent quand même importants quand on parle de biodiversité, notamment quand on parle de biodiversité dans des sphères pluriacteurs, avec voilà, quand même un enjeu derrière de concertation et de discussion entre les acteurs. Donc la première, c'est revenir sur, alors j'aime bien cette image, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vue, de l'éléphant, où en fait c'est des Indiens, alors c'est des aveugles, donc qui sont face à un éléphant. On leur demande finalement c'est quoi pour vous un éléphant. Donc celui qui touche les pattes, il va dire c'est un tronc, c'est comme un arbre, voilà, c'est quelque chose de droit et de dur. Celui qui touche les oreilles va dire non, pas du tout, en fait c'est quelque chose de très souple, de très mou, qui bouge. Et en fait chacun finalement voit touche en tout cas, puisque c'est des aveugles, juste le petit bout de ce qu'il peut en percevoir. Et la biodiversité, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que par exemple pour lui, on va lui dire biodiversité, il va tout de suite penser aux ours polaires, aux pollinisateurs, aux espèces en danger, etc. Mais si ça se trouve, lui, c'est quelqu'un qui est très sensible à la biodiversité beaucoup plus ordinaire, et il va penser pâquerettes, moineaux ou je ne sais quoi. Lui, un expert du sol, vraiment quelqu'un qui est à fond sur la faune du sol, il va parler microfaune du sol, bactéries ou je ne sais quoi. Et on peut continuer comme ça. On peut avoir un adepte de la biodiversité génétique, ou encore quelqu'un qui est vraiment, pour lui, c'est tout ce qui est les milieux, la botanique, etc. Tout ça pour dire qu'en fait, la biodiversité, c'est tout ça, mais que souvent, dans une sphère ou avec des acteurs, quand on va parler de biodiversité, en fait, il arrive qu'on ne parle pas du tout de la même chose, et surtout qu'on n'ait pas les mêmes enjeux derrière ça, et qu'on ne souhaite pas forcément préserver la même chose. Le deuxième point sur lequel je trouve important de revenir, parce que ça, c'est des choses aussi qui évoluent dans notre manière de travailler et d'appréhender la biodiversité, c'est qu'on est encore beaucoup sur une biodiversité vue par les humains. C'est-à-dire que quelque part, on a une biodiversité qu'on aime, entre guillemets. Alors, on l'aime parce qu'on la trouve mignonne, le panda. On l'aime parce qu'elle nous rend des services, les pollinisateurs. On l'aime parce qu'elle est belle, les papillons, parce qu'elle nous rappelle quelque chose. Puis, à contrario, il y a des biodiversités qu'on n'aime pas. Alors, voilà, j'ai repris l'actualité. Désolée, c'est un peu de mauvais goût, mais voilà, on a la Covid, c'est de la biodiversité, mais on ne l'aime pas. Et il y a des choses qu'on trouve laides. Par exemple, ce râteau-pied, on n'a pas trop envie de le protéger. Et ce qui fait en fait que pendant longtemps, et encore un peu maintenant, on est dans une logique où on essaye de préserver la biodiversité qui nous est utile pour plein de raisons. Donc c'est un petit schéma qui reprend en fait les services écosystémiques que peut nous apporter la biodiversité. Puis à contrario, notre objectif, c'est de tuer, d'exterminer celle qui ne nous plaît pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on est quand même en train de faire évoluer, cette vision-là, puisque de plus en plus, on se rend compte qu'en fait, ce schéma-là, où d'un côté, on préserve certaines espèces et d'autre côté, on essaie d'en exterminer d'autres, ça ne fonctionne pas, puisque la biodiversité, alors j'ai repris cette image du vélo, c'est en fait c'est un équilibre en dynamique. C'est-à-dire que ça évolue tout le temps, qu'il y a des interactions entre les espèces, et qu'il faut quelque part, ce qu'on doit préserver, ce n'est pas tant une partie de la biodiversité, mais on doit préserver la capacité qu'a la biodiversité à évoluer, à se maintenir, et donc à préserver cet équilibre dynamique.
Alors, c'est des messages que j'ai déclinés un peu au niveau générique, mais qu'on va retrouver finalement quand on parle d'agrobiodiversité. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans mon propos, j'ai repris cette infographie pour revenir sur quelques éléments peut-être de définition. Finalement, quand on parle de biodiversité dans le monde agricole ou d'agrobiodiversité, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Alors, je vais détailler un petit peu. Donc déjà, on voit, alors là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en haut à gauche et en haut à droite, c'est déjà, on distingue la biodiversité qu'on appelle planifiée. Donc, à savoir, c'est les cultures et les espèces animales élevées. Donc, c'est les biodiversités, en fait, qui régulent des choix de l'agriculteur, ce qu'il a envie de cultiver et élever. Et on a la biodiversité qu'on qualifie d'associée, qui est en fait la biodiversité qui est hébergée dans l'agroécosystème, dans les milieux, donc qui est là, qui vit, voilà, qu'on peut trouver dans ces milieux-là, mais qui n'est pas directement choisie par l'agriculteur. Donc, si on continue un petit peu à détailler, donc cette biodiversité, j'ai perdu ma souris, ça y est, je la retrouve, associée, en fait, classiquement, on distingue trois types de biodiversité associée, à savoir la biodiversité qu'on appelle neutre. Donc, par exemple, les oiseaux, donc ils sont là, mais finalement, par rapport, alors quand je dis neutre, c'est par rapport à la production agricole, finalement, ils sont ni positifs ni négatifs, ils sont là et voilà, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, on a ce qu'on appelle la biodiversité non souhaitée. Donc là, c'est pour ça que je faisais écho à ma diapo précédente. On la qualifie encore de non souhaitée. Donc, par exemple, là, c'est une limace, mais c'est les ravageurs, des phytophages, ça peut être les maladies, etc. Et enfin, on a la biodiversité qu'on appelle fonctionnelle ou aussi appelée auxiliaire, que peut-être vous avez plus souvent entendu ce nom-là, qui est en fait la biodiversité qui nous apporte des services, donc il y a un impact positif sur les productions. Donc ça peut être par exemple les vers de terre pour la terre, ça peut être les auxiliaires des cultures donc qui régulent les ravageurs, ça peut être la flore des prairies parce que voilà, ça contribue à la qualité agronomique de la prairie, etc. Donc c'est la biodiversité, on va dire, positive pour l'agriculture. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça paraît simple, mais si j'en reviens aussi à ma diapo précédente, en fait, c'est pas, je dirais, on aime bien ranger les choses dans des cases et ça nous arrange bien, mais c'est pas aussi simple. Si je prends par exemple l'exemple des oiseaux, donc je vous ai dit c'est une biodiversité neutre et effectivement, voilà, quand on voit un moineau qui vole dans un ciel au-dessus des champs, c'est neutre. Par contre, l'agriculteur, s'il voit des corneilles ou des pigeons en train de picorer ses semis, ou alors les éleveurs, s'ils voient plein d'étourneaux à côté de leurs bêtes qui peuvent ramener de la saloperie ou qui mangent en fait l'alimentation des animaux, lui, il ne va pas considérer ça comme de la biodiversité neutre. Pour lui, clairement, ça sera de la biodiversité non souhaitée. Donc, vous voyez, c'est cette qualificative de fonctionnel non souhaité neutre, c'est aussi à regarder par rapport aux espèces, par rapport au moment, par rapport au lieu, par rapport au nombre aussi, parce que entre, je ne sais pas, une limace toute seule, ça peut être neutre. Par contre, si on a une invasion de limaces, elle devient non souhaitée. Donc voilà, c'est juste pour insister sur le fait que la biodiversité, ce n'est pas aussi figé et qu'on ne rentre pas aussi sur des cases, mais n'empêche que ça aide quand même de distinguer ces différents types de biodiversité, donc associés, planifiés, neutres, non souhaités et fonctionnels. Alors après, donc voilà, c'est un peu ce que j'illustrais, l'idée, et c'est vraiment dans ce sens-là, je pense qu'on travaille aussi avec le monde agricole, c'est de ne pas rester dans cette logique où on a d'un côté une biodiversité qu'il faut absolument promouvoir et puis de l'autre une biodiversité qu'il faut absolument exterminer. On est bien plutôt à rechercher un équilibre entre la fonctionnelle et la non souhaitée et la neutre, et surtout d'essayer de chercher à maintenir cet équilibre dynamique, donc en faire en sorte d'avoir des agro-écosystèmes qui fonctionnent et qui sont capables en fait d'être résilients, de fonctionner tel qu'on le souhaite. Alors, après, parce que si j'avais bien compris, l'exercice c'était quand même de ne pas rester trop théorique, mais d'essayer peut-être de mettre sur la table des leviers. Alors, comme je le disais, je ne connais pas forcément quelle est votre marge de manœuvre par rapport aux leviers. Donc voilà, je propose des choses. Après, c'est peut-être pour faire germer des idées ou voire en discuter. Mais donc, tout d'abord, je me suis placée au premier niveau, qui est quelque part l'exploitation agricole en tant que telle. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une exploitation agricole ?
Donc, à nouveau, je me suis inspirée, j'ai repris une petite infographie. Donc, je vais détailler les différentes boîtes. Donc, la première, le premier levier, qui d'ailleurs est souvent un peu le levier qui arrive le plus spontanément à l'esprit quand on parle de ces questions de pratiques agricoles favorables à la biodiversité, c'est l'implantation et l'entretien de ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques. Donc, pour détailler un petit peu, donc les infrastructures agroécologiques, elles peuvent être soit, donc c'est en fait tout ce qui est en aménagement non productif. Alors, ça peut être des ligneux, donc typiquement les haies entre les parcelles ou encore les bosquets. Alors, ce n'est pas exhaustif, hein. Encore une fois, j'essaie plutôt de vous faire des petits flashs parce que sinon, j'y passerai la matinée. Mais voilà, on peut aussi, par exemple, citer les arbres isolés ou d'autres infrastructures ligneuses. On a aussi des infrastructures qui peuvent être herbacées. Donc, alors, par exemple, les bandes fleuries ou les bandes enherbées. On a aussi, alors ça, il y a des gens qui disent que ce n'est pas des infrastructures agroécologiques, d'autres qui disent que non, mais bon, je trouve que c'est important de les citer aussi parce que c'est tout ce qui est les mares ou même les murs de pierre, le bâti, ou qui peuvent aussi être des lieux d'habitat pour des espèces. Puis on a d'autres milieux qui sont des milieux, on va dire, semi-naturels dans les espaces agricoles, mais qui sont très importants, soit à implanter, soit à maintenir. Alors, elles sont un peu plus mixtes, hein, donc j'ai par exemple mis une lisière de forêt, donc c'est vrai que ça à l'interface entre une infrastructure ligneuse et une infrastructure herbacée, ou encore tout ce qui est les ripisylves, donc les bords de cours d'eau, où on a aussi un levier d'action à maintenir. Alors, je vous ai mis quelques on va dire, processus ou explications pour essayer d'expliquer en quoi c'est important de préserver ces milieux-là. Encore une fois, ce n'est pas du tout exhaustif, hein, c'est vraiment juste pour donner un éclairage. Mais ces espaces, on va dire, semi-naturels au sein des agroécosystèmes sont importants. Pourquoi? Parce que ça crée des habitats pour certaines espèces. Ça crée aussi des corridors, c'est très important. Et ça, je pense que je vais y revenir, mais vous l'avez en tête, toutes ces notions de trame verte et bleue, donc de corridors où des espèces peuvent finalement circuler dans les espaces agricoles. Ça crée aussi des abris potentiellement, de l'alimentation pour la biodiversité, notamment c'est très important pour les auxiliaires des cultures, donc par exemple les pollinisateurs qui sont aussi importants pour la production agricole, ou encore tout ce qui est les auxiliaires de régulation des ravageurs, donc par exemple les coccinelles ou les cirfes, qui à certains moments de leur développement ont besoin de pollen par exemple, ou de ressources protéiques qu'elles vont trouver dans ces infrastructures agroécologiques. Mais aussi, ces infrastructures agroécologiques peuvent jouer un rôle de barrière contre les pollutions diffuses. Par exemple, les bandes enherbées au bord des cours d'eau, phyto dans les cours d'eau, et donc de préserver finalement la biodiversité de ces milieux. Ou encore, ça peut créer des microclimats, donc ça peut faire des coupe-vents qui peuvent encore une fois être favorables à des espèces. Ensuite, le deuxième levier que nous pouvons identifier, alors c'est vrai que c'est assez, je me suis basée donc un peu sur les leviers, on va dire sur une exploitation de polyculture élevage, mais je pense que les leviers que je détaille peuvent aussi s'appliquer sur des cultures plus pérennes ou sur d'autres types de milieux, hein. C'est vraiment pour que vous voyez un petit peu les processus en jeu. Donc le deuxième point, c'est diversifier des cultures ou mettre en place des intercultures. Alors, voilà, ça peut être ce genre de choses, hein. On développe de plus en plus ce genre de pratiques où on a deux cultures, des cultures associées, des cultures, d'entre les interrangs, on peut cultiver d'autres types de cultures. Et voilà, je disais par exemple les cultures pérennes, parce que cette idée de diversifier les cultures, ça se réfléchit à l'échelle d'une parcelle, mais ça se réfléchit aussi à une échelle beaucoup plus globale d'un territoire. Donc par exemple, ne pas faire de la monoculture de vignes, mais on peut alterner de vignes avec des grandes cultures, avec de l'élevage, etc. Mais quand on met diversifier les cultures, alors quand on est à ce niveau-là, encore une fois, quelques idées qui expliquent l'intérêt pour la biodiversité. Donc, par exemple, ça éloigne les espèces cibles des ravageurs parce que ce qu'on constate, c'est que souvent les ravageurs des cultures sont très spécifiques à une culture ou à une espèce animale. Mais par contre, les auxiliaires sont beaucoup plus généralistes. Donc, l'intérêt, c'est, je dirais, si par exemple on a un ravageur du colza et qu'on éloigne, en fait, finalement, qu'on a un paysage, ou même au sein du parcelle, c'est beaucoup plus diversifié. Pour le ravageur du colza, il va moins trouver sa ressource
de manière facile et accessible et en grande quantité au même endroit. Donc lui, il va être freiné, mais en même temps, des auxiliaires des cultures, donc par exemple des cirques ou des coccinelles qui finalement vont nous aider à réguler ces ravageurs, elles, comme elles ont besoin de cultures diverses et qu'elles peuvent s'adapter à différents types de cultures, elles, par contre, elles vont être favorisées. Donc c'est un peu l'effet qu'on souhaite en diversifiant les cultures dans le temps et dans l'espace. C'est vrai que ça peut aussi être un aspect temporel. Mais on a aussi, quand on parle de diversifier, tout ce qui est autour de la diversité, de la biodiversité génétique, à laquelle on ne pense pas forcément. Donc, c'est tout ce qui est cultiver des espèces ou des variétés rares ou des races à petits effectifs, où là, on a encore des leviers. Et là, c'est de la préservation directe de ressources génétiques, souvent en voie de disparition. Et souvent, en plus, ces races ou ces variétés sont souvent moins dépendantes aux intrants. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des pratiques plus respectueuses et d'utiliser potentiellement moins de chimie. Le troisième volet, alors là, c'est un volet très vaste, mais c'est finalement déjà commencer par adapter les pratiques culturelles. Donc derrière ça, alors voilà, c'est encore une fois, on pourrait mettre plein de choses derrière, mais c'est par exemple réduire le travail du sol et faire du semis sous couvert ou tout ce qui est les techniques de culture simplifiée. Ça peut être aussi, alors là pour le coup, un élevage un exemple sur les prairies, ça peut être de la fauche tardive, ça peut être garder des prairies permanentes, donc on peut avoir ces leviers-là. Ça peut être faire davantage appel au biocontrôle ou à la régulation naturelle. Donc voilà, il y a plein de leviers, mais déjà, on peut, sans forcément changer tout le système, et déjà avoir des pratiques beaucoup plus favorables à l'environnement en général. Et quand on est favorable à l'environnement, on préserve la biodiversité, donc on diminue l'usage des intrants, on évite les préjudices directs aux individus. Par exemple, quand on fait de la fauche qui n'est pas tardive, on peut potentiellement faire de la destruction de nuit. Ça limite les pollutions diffuses. En gros, voilà, je dirais c'est favorable pour la biodiversité dans sa globalité. Et d'un point de vue agricole, c'est des systèmes, l'idée c'est de valoriser au maximum les services écosystémiques que ça nous rend. Donc l'agriculteur s'y retrouve aussi parce que potentiellement, économiquement, il a moins appel il utilise moins les intrants. Et enfin, le dernier levier qui apparaît sur cette infographie, c'est carrément aller dans le changement de système de culture. Donc, ça rentre un peu en écho de ce que je viens de présenter avant, mais je dirais là, avant, on fait des ajustements plus ponctuels, alors que là, c'est carrément repenser les systèmes de culture. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Ça peut être de passer d'être, par exemple, un élevage laitier ou être simplement 100% grande culture à de la polyculture élevage, ou ça peut être passer à de l'agroforesterie. Enfin, voilà, il y a plusieurs types de changements de système. Et là, ça demande vraiment pour l'agriculteur de revoir complètement son système d'exploitation. Alors voilà, en gros, j'ai repris un peu tout ce que je vous avais dit parce que là, je dirais, on est tout, c'est-à-dire qu'on restitue les habitats, les corridors, on diminue l'usage des intrants, on préserve les variétés. Je dirais, c'est un peu tous les leviers que j'ai explorés avant, mais en intégrant tout ça dans une approche système. Donc finalement, c'est un peu tout, mais en allant encore un stade un peu plus loin. Alors, une fois que je vous ai présenté ça, c'est vrai que je me suis dit, bon, je vais leur dire tout ça et ils vont me dire, bon, finalement, comment ça se fait que toute la profession agricole n'est pas déjà sur des systèmes vertueux? En gros, ça fait un peu monde des bisounours, quoi. Alors, voilà, je ne vais pas reprendre tous mes leviers, mais juste pour vous montrer quelques freins potentiels qui expliquent que ça bouge, mais que ça ne bouge pas tout seul et qu'il faut aussi de l'accompagnement, alors de notre part en tant qu'institut technique et qui apporte de la R&D, mais aussi de la part des acteurs de terrain dont vous faites partie. Alors, j'ai pris juste 2 exemples. Alors, par exemple, sur implanter et entretenir les infrastructures agroécologiques, ça peut potentiellement aussi avoir des effets négatifs. Et là, c'est pour ça que j'en renvoie encore à mon histoire d'équilibre dynamique au début, puisque si finalement j'ai dit que c'était favorable pour des espèces, et c'est aussi des espèces qu'on n'a pas forcément envie de voir venir. Potentiellement, ça peut aussi héberger des ravageurs des cultures, avec aussi tous les débats que vous avez peut-être entendus sur les bords de champs ou les bandes fleuries qui peuvent apporter des adventices dans les prairies. Après, c'est aussi une perte d'espace productif. Dire à un agriculteur, tu plantes une haie sur une partie de ta parcelle, c'est une partie de parcelle où ce ne sera pas un espace productif. Ensuite, il y a des aspects beaucoup plus de mise en œuvre. On sait très bien qu'implanter des bandes fleuries, on a encore beaucoup de questions sur la réussite de l'implantation. Donc, c'est des mécanismes techniques qu'on ne maîtrise pas encore complètement. Et puis ensuite, ça fait des modalités, des coûts d'entretien, parce que implanter une haie, c'est de l'entretien, c'est un coût qui est non négligeable. Et peut-être un autre frein possible, alors là, c'est plus des questions de recherche qu'on a encore. Et c'est vrai que l'agriculteur, les agriculteurs, souvent, ils nous demandent, OK, moi, je veux bien planter une haie, mais finalement, est-ce que ça va vraiment, est-ce que je vais vraiment pouvoir baisser mes
mes produits phytosanitaires et si oui, de combien? Et là, nous, on est encore un petit peu le bec dans l'eau puisqu'on sait par exemple, alors ça, on sait que les auxiliaires, ils sont hébergés dans les haies, mais par contre, on ne sait pas encore par quel mécanisme, en fait, ils ne restent pas dans les haies parce qu'avoir des coccinelles dans les haies, c'est très intéressant, mais s'ils ne font pas, je dirais, ils vont pas explorer les champs cultivés, ça n'aide pas beaucoup l'agriculteur. Donc, nous, on a encore beaucoup de questions sur ces mécanismes de déplacement, par exemple, avec les auxiliaires. Ou encore, on a encore pas mal de questions finalement sur l'influence du paysage et des pratiques intraparcellaires. Donc finalement, qu'est-ce qui rend une haie, on va dire, efficace? Est-ce que c'est la haie toute seule et comment ça interagit avec ce qui se passe dans le reste du paysage et le reste des parcelles? Donc voilà, donc on a encore beaucoup de questions de recherche qui peuvent aussi freiner, je dirais, la mise en place et qui expliquent aussi que tout le monde ne se mette pas à implanter des haies partout. Alors, un autre exemple sur la diversification des cultures. Alors là, au niveau du monde agricole, ça pose pas mal de questions parce qu'on dit, OK, diversifier les cultures, mais il faut que la personne trouve des débouchés à ces cultures de diversification. Mais ce n'est pas tout de se mettre à planter de la févrole si derrière, on n'a pas un marché ou un débouché pour notre févrole. Pareil, ça pose aussi des questions de machinistes, d'organisation du travail. On ne se met pas comme ça à diversifier ses productions. Il faut voir est-ce qu'on s'arrête dans mon calendrier des cultures. Est-ce que j'ai les machines pour fêter ça? Ça pose aussi des questions de mode de conduite. Comment est-ce que j'adapte à mon système d'exploitation? Est-ce que mes terres, mon parcellaire, comment je gère ça? Et enfin, la transition de risque. Ce n'est pas évident de se lancer dans des intercultures, dans des nouvelles cultures, etc. Donc, il y a quand même pas mal de points à développer. Et enfin, nous, à nouveau, ça nous interpelle aussi sur certaines questions qui restent encore à investiguer du côté de la recherche et du développement. Donc, choix et itinéraires techniques, interaction entre différentes cultures. Enfin, voilà, je pourrais y revenir, mais c'est pour vous illustrer un peu les questions. Alors, j'ai encore deux diapos et là, peut-être, alors c'est là où peut-être je m'avance un peu sur des terrains beaucoup moins connus parce que donc là, je dirais au niveau de l'agriculteur, je vous ai exploré quelques leviers, mais je me suis demandé finalement pour les collectivités, donc pour vous, qu'est-ce que vous pourriez éventuellement faire? Donc encore une fois, je dis je pourriez parce que je ne suis pas du tout expert des leviers d'action à votre niveau, mais je me suis dit, bon, déjà, il y a peut-être des actions par rapport aux agriculteurs eux-mêmes. Donc, c'est déjà alors là, de la sensibilisation, de la formation et de la formation. Donc, moi, je suis déjà rentrée un peu bille en tête sur mes leviers, on va dire, très agronomiques et techniques. Mais déjà, il y a des actions à faire déjà pour sensibiliser, pour amener les agriculteurs à avoir envie d'aller dans ces transitions. Donc, je vous ai mis deux exemples. Ça peut être, il y a des opérations nichoirs à la ferme, ce genre de choses qui permettent à l'agriculteur déjà de voir qu'il y a de la biodiversité chez lui. Ou encore, je vous ai mis l'Observatoire agricole de la biodiversité qui propose des protocoles très simples, qui est en fait un observatoire participatif qui permet donc déjà de sensibiliser, de donner à voir à l'agriculteur ce qu'il a déjà sur son exploitation. Un autre levier, c'est le soutien direct au changement de pratique et de système de production. Donc, comme je vous l'ai montré, ce n'est pas forcément évident d'actionner les leviers présentés précédemment. Alors, ça peut être un soutien administratif, ça peut être un soutien financier, ou ça peut simplement être aussi des choses beaucoup plus novatrices sur le partage des risques, l'accès au foncier, l'installation. Enfin, je pense qu'il y a plein de leviers sur lesquels vous pouvez finalement aider les agriculteurs qui restent peut-être à imaginer localement. Le troisième point, c'est tout ce qui est l'appui, la création et l'animation de dynamiques collectives, parce que ça, c'est des choses qu'on commence déjà à avoir bien en tête et bien étudiées. C'est que en groupe, on est plus fort, et notamment face au risque, face aux transitions, et face aussi, par exemple, à la diversification. C'est des choses qui se raisonnent pas qu'au niveau d'une seule exploitation. Donc, au niveau national, il y a des choses qui se font, donc les groupes GI2E ou Ecophyto, vous avez peut-être entendu parler, mais il y a peut-être des soutiens collectifs à proposer au niveau individuel. Ou alors, il y a des choses, par exemple, des assolements communs, du partage de matériel, de la complémentarité culture-élevage. À nouveau, c'est des choses qui existent, mais il y a peut-être des choses un peu novatrices à inventer au niveau du territoire. Ensuite, le deuxième niveau que j'ai identifié, c'est par rapport peut-être aux riverains, aux consommateurs, aux usagers. Donc, je reviens sur cette notion de sensibilisation, information et formation qui me paraît vraiment très important. Donc, ça peut être à l'école. Je pense que le levier des scolaires est vraiment fondamental, mais ça peut être aussi de l'accueil à la ferme, du rapprochement entre les différents mondes. Je pense que là, il y a pas mal de choses à faire. Après, j'en reviens à mes débouchés, du soutien et de la création des filières et des débouchés. Donc, ça peut être de l'organisation de filières locales, ça peut être alors soit carrément des filières pour valoriser des productions de diversification, mais ça peut être aussi la restauration collective pour valoriser les produits, ça peut être le développement de magasins dans un circuit court. Je pense que là, il y a pas mal de leviers à actionner.
Et le dernier niveau, donc, qui est plus au niveau peut-être de l'aménagement du territoire, donc j'en reviens à mes histoires de haies, parce que ça peut être de fait d'un agriculteur ou d'un groupe d'agriculteurs, mais c'est aussi à réfléchir avec tout ce qui est les trames vertes et bleues, et toute cette notion d'aménagement de paysage pour faire finalement des espaces agricoles, des espaces habités et habitables pour la biodiversité, et pas que, on va dire, des barrières. Ou enfin, ça peut même aller jusqu'à des questions de remembrement, de découpage parcellaire, et j'en reviens encore à cette idée de mosaïque qui est très importante. Et je vous ai juste remis ce petit schéma, c'est qu'en fait, j'en reviens à mes histoires d'auxiliaires qui vont dans les parcelles. On s'est rendu compte, alors ça a été fait à partir d'un carabe, hein, donc les carabes, c'est des petits scarabées qui mangent notamment les graines d'adventice. On s'est rendu compte qu'un carabe, il peut aller au maximum à 120 mètres d'une infrastructure agroécologique. Donc si on a un parcellaire avec des très 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 grandes parcelles, et ben, le milieu du champ, on va dire, ne sera pas exploré par ces auxiliaires. Donc, il y a aussi peut-être des choses à faire sur du remembrement, du découpage parcellaire pour favoriser les auxiliaires. Voilà, donc j'en ai fini et je voulais finir sur ces quelques leviers, mais je pense que les intervenants d'après vont encore peut-être approfondir ou dire que j'ai dit des bêtises par rapport à ces leviers-là. Je finirai juste pour dire qu'en fait, les infographies que je vous ai montrées sur lesquelles je me suis inspirée et même mon titre, en fait, ça vient d'une hors-série dans Culture Agri qu'on avait fait paraître suite à la fin d'un réseau que j'animais sur la biodiversité et l'agriculture. Donc voilà, c'était juste pour redire, et je pourrais redire les références si cet ouvrage vous intéresse. Et je finirai pour vous remercier avec cette image de perdrix rouge que je trouvais assez symptomatique parce que c'est une espèce en voie de disparition et à l'interface entre différents enjeux, la chasse, l'agriculture sur nos territoires ruraux. Voilà, merci à tous pour votre attention et je suis bien entendu prête maintenant ou par la suite pour répondre ou continuer à échanger sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Est-ce que parmi les participants, il y aurait des questions par rapport à l'intervention qui a été faite par Madame Gross? La première question étant toujours la plus difficile à poser. Sinon, vous pouvez aussi la mettre dans le chat, hein, si je pourrais répondre par écrit éventuellement, si ça vient par la suite. Oui, on peut faire ça comme ça aussi. Bon, mais je passe la parole à Géraldine Audy pour les quelques outils et compétences mobilisables par les collectivités sur ce sujet de l'agriculture. Oui, alors bonjour à tous, Géraldine Audy-Lébert du CEREMA. Donc l'objectif, c'est de brosser assez rapidement, pour ne pas prendre trop de retard sur le programme et pour faire le lien avec la présentation précédente sur les compétences et les outils mobilisables par les collectivités, donc pour concilier agriculture et biodiversité. C'est une liste qui, bien sûr, la liste est non exhaustive, mais c'est histoire de brosser rapidement tout ce qui pouvait être mis en place par les collectivités pour concilier donc, ces deux enjeux. Donc, un premier aménagement qui peut être mis en place, c'est un aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, un AFAF, donc, qui est une opération de restructuration foncière qui permet de regrouper sous forme d'unités foncières ou de grandes parcelles des propriétés morcelées et dispersées et qui intègre en fait de multiples enjeux paysagers, environnementaux et patrimoniaux, mais aussi agricoles et forestiers, la prise en compte des risques naturels tels que l'érosion des sols et d'autres enjeux publics liés à l'aménagement du territoire. Donc, en termes d'acteurs dans ces opérations, c'est la collectivité qui peut être à l'initiative de la démarche d'aménagement foncier, le département qui est maîtrise d'ouvrage, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, un géomètre expert et enfin l'État qui reste garant du volet environnemental. La durée moyenne, donc c'est une procédure qui est assez longue à mettre en œuvre sur un territoire, c'est environ 7 ans. L'intérêt pour les collectivités, c'est que ça aboutit, en fait, il y a un diagnostic qui est réalisé, qui met en valeur les atouts, les contraintes et les potentialités du territoire. Il y a aussi de la constitution de réserves foncières qui sont nécessaires à la réalisation de futurs projets communaux. Et enfin, une valorisation des espaces, par exemple des plantations. Il y a aussi bien évidemment un intérêt pour l'agriculture, avec une optimisation de l'organisation du travail, en amélioration de la taille et de la configuration des parcelles, une valorisation des terrains et une réduction des coûts d'exploitation par la diminution des déplacements, et aussi permettre la réalisation d'équipements collectifs tels que les irrigations.
Un autre levier mobilisable par les collectivités, c'est de faire intervenir les SAFER, donc les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Donc les SAFER interviennent dans beaucoup d'actions, mais en matière environnementale également, avec des démarches globales de préservation des enjeux environnementaux, dont notamment l'eau et la biodiversité. Donc, elles peuvent intervenir en appui des collectivités lorsque celles-ci souhaitent acquérir des terres grâce à une veille sur le marché foncier ou apporter un appui technique à l'acquisition et à la localisation des terres, voire en rétrocédant les terres acquises par la SAFER. Comme exemple d'outils mobilisables pour l'acquisition, il y a le droit de préemption environnementale, la convention d'occupation provisoire et précaire, avec une autorisation durant 5 ans de conclure des baux sur des terres qui peuvent comprendre des prescriptions environnementales. Et justement, ça fait donc le lien avec un autre levier de planification et d'aménagement pour gérer et protéger, favoriser la biodiversité. C'est le bail rural environnemental, le BRE, qui est prévu par la loi d'orientation agricole et qui permet d'inscrire dans la gestion d'un site une liste limitative de pratiques culturelles susceptibles de protéger l'environnement. Donc, ça peut être la création ou le maintien d'entretien de haies, d'arbres isolés et aussi, pourquoi pas, le non-retournement des prairies. Donc, ce BRE permet également d'encourager les partenariats publics-privés entre collectivités et agriculteurs pour la protection de milieux, des espèces et des ressources naturelles. Donc, c'est un contrat qui est créé sur 9 ans minimum et par laquelle donc, le bailleur donne jouissance d'un fonds de terre à un agriculteur à des fins agricoles moyennant un loyer. Toujours en termes de planification, d'aménagement et de gestion pour protéger et favoriser la biodiversité, les collectivités peuvent mettre en place un projet alimentaire territorial donc, qui est élaboré de manière concertée à l'initiative de l'ensemble des acteurs d'un territoire et qui s'appuie sur un diagnostic partagé qui a pour objectif de faire donc un état des lieux de la production agricole locale et du besoin alimentaire exprimé au niveau d'un bassin de vie. Donc, ce PAT traite des questions environnementales en s'intéressant notamment au mode de production. Donc, c'est une gouvernance qui est partagée entre collectivités territoriales, associations, producteurs, chambres d'agriculture, chambres de commerce et puis d'autres partenaires. Au niveau de l'agriculture biologique aussi, les collectivités ont un rôle à jouer. Comment ? Par la formation des équipes, la mobilisation des acteurs, le développement de la filière au niveau de la restauration collective et la conversion des agriculteurs. Je vous mets des petits liens également à chaque fois sous chaque item, si vous voulez un peu plus d'informations sur ces sujets-là. Et il y en aura d'autres aussi sur la dernière diapo. En termes de protection des espaces et des espèces, il est possible de mettre en place un périmètre aussi de protection des espaces agricoles et naturels périurbains. Donc, c'est une protection juridique associée à un programme d'action précisant les aménagements et les orientations de gestion, permettant de favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, ainsi que la préservation, la valorisation des espaces naturels et des paysages. Donc, ce dispositif, ce périmètre, il est instauré par le département, mais avec l'accord des communes, qui peuvent être aussi à l'initiative de la démarche, et sur avis de la Chambre d'agriculture. Autre outil d'aménagement, c'est la zone agricole protégée, ZAP. Donc, ce sont des servitudes d'utilité publique instaurées par arrêté préfectoral. Et là, c'est vraiment à la demande de la commune. Et ces servitudes sont destinées à protéger les zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison de la qualité des productions ou de la situation géographique. Notre outil d'aménagement, ce sont les ZAD, les ZAD d'aménagement différés, créés par le préfet et qui donnent à l'EPCI un droit de préemption sur le périmètre établi pour 6 ans et après gelé. Donc, c'est vraiment un outil fort de création de réserves foncières mobilisables pour des projets agricoles. L'autre outil qu'ils peuvent mettre en place, c'est les documents d'urbanisme à travers le PLU, qui permettent d'identifier donc dans les zones urbaines les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques. Mais au-delà d'identification, il y a aussi la notion dans ce PLU de protection via des zonages. Un autre levier qui peut être vraiment mobilisé par les collectivités, c'est des aides financières pour favoriser la transition agricole des territoires. Donc, il existe des dispositifs notamment financiers qui sont réservés aux agriculteurs et agricultrices bio. Notamment, j'ai mis 2 exemples, l'exonération de la taxe foncière sur le non bâti. Donc, les collectivités qui le souhaitent peuvent, sur simple délibération du conseil municipal, exonérer les agriculteurs et agricultrices bio
de la part communale de cette taxe. Il y a également la supprime à la conversion bio, et donc qui consiste à une aide forfaitaire et qui est versée en plus des aides classiques à la conversion. Il y a également des dispositifs qui incluent les agriculteurs et agricultrices bio. Ce sont des aides à l'installation agricole ou des aides à l'investissement. Avant-dernière diapo, pour balayer rapidement, ce sont d'autres dispositifs mobilisables. Appliquer par exemple un tarif de l'eau réduit pour l'agriculture durable peut être incitatif. Des baux ruraux environnementaux, donc on a vu tout à l'heure, à loyer minoré, et des obligations réelles environnementales, comme les ORE, donc qui est un dispositif volontaire et contractuel issu de la loi de la reconquête de la biodiversité de 2016. Donc, ce contrat fait naître des obligations pour chacune des parties. Donc, le propriétaire d'une parcelle agricole s'engage sur des mesures visant le maintien, la conservation de la biodiversité. Le contractant, qui peut être une collectivité publique, apporte ses propres engagements au contrat défini par lui et le propriétaire. Donc, ces engagements peuvent consister en une contrepartie financière ou en nature, comme une assistante technique. Donc, le mode de production biologique peut figurer dans l'ORE en tant qu'engagement ou comme moyen d'atteindre cet engagement. Les contreparties peuvent être considérées comme des aides de l'État et doivent être adossées à des régimes d'aide d'État existants. Je vous ai mis également un petit lien si vous souhaitez d'autres informations sur ces ORE. Et enfin, pour finir rapidement, les zones tampons, donc, qui sont des surfaces parfois très linéaires ou interstitielles, des zones non cultivées, enherbées et ou boisées, qui ont la capacité d'intercepter les flux d'eau et les substances et de protéger les milieux aquatiques. Donc, la mise en œuvre de ces zones tampons requiert de réaliser un certain nombre d'études préalables et de diagnostics. Et selon l'objectif recherché, ces études visent à déterminer où et comment positionner au mieux les différents dispositifs pour garantir leur efficacité. Donc, ces zones tampons constituent une zone complémentaire à l'adoption de pratiques agricoles, bien sûr respectueuses de l'environnement. Sur la dernière diapo, je vous ai mis, en plus donc, des références dans les autres diapos, des liens à consulter si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces sujets-là que j'ai abordés très rapidement et pour ne pas prendre de retard aussi sur le programme, mais qui semblaient être importants à vous communiquer aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Mélanie. Merci beaucoup, Géraldine. Est-ce que vous auriez des questions, des précisions à demander sur ces exemples qui ont été apportés par Géraldine ou... Et c'est toujours possible de passer par écrit si vous le souhaitez. Oui, peut-être quand même un peu de retard, Mélanie. Peut-être. Et on va passer au retour d'expérience. Donc, dans le chat, on peut répondre si besoin, n'hésitez pas. Donc, le premier retour d'expérience qui est fait par Haute-Corrèze Communauté, représentée par Pascaline Segui. Oui, bonjour. Bon, j'espère que tout le monde voit bien. Alors, donc moi, donc je suis Pascaline Segui, je travaille à Haute-Corrèze Communauté, donc depuis un peu plus de 4 ans maintenant, et je suis chargée de mission GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc, ce qui me semblait important quand même pour le retour d'expérience, c'était de vous présenter un peu les caractéristiques de notre territoire, parce que bon, on est quand même une grande région avec une diversité d'occupation des sols. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, nous, les actions qu'on mène avec l'agriculture sont dans le cadre de la compétence GEMAPI. Et elle repose aussi sur les particularités de notre territoire. Donc, on a un territoire très rural. Voilà, on a à peine 5% de notre occupation des sols qui est urbaine. Et on a un certain nombre d'usages, donc notamment de la production d'eau potable avec des prélèvements sur cours d'eau, et aussi un patrimoine naturel remarquable, puisque donc, on a de la moule perlière ou encore de l'écrevisse à pattes blanches sur les ruisseaux de notre territoire. Et aussi donc, notre espèce repère qui est la truite fario. Donc nous, on travaille en fait sur des programmes d'action qui sont basés en fait sur un diagnostic fin du territoire. C'est-à-dire qu'on est 4 chargés de mission dans la collectivité. Donc au total, on a 4600 km de cours d'eau, hein, donc ça fait beaucoup. On ne peut pas être partout. Donc l'idée, ça a été de prioriser donc, géographiquement nos actions en fonction donc, des usages et des espèces remarquables qu'on pouvait avoir sur le territoire.
Et donc après, d'avoir une action concentrée sur ces zones-là, donc qui part d'un diagnostic fin, donc c'est-à-dire qu'on prospecte les cours d'eau à pied, où on relève en fait les occupations des sols, donc principalement donc liées soit à de l'agriculture, donc de l'élevage, ou de la forêt, donc soit naturelle ou de la sylviculture. Sur la base de ce diagnostic-là, ensuite, on définit notre programmation pluriannuelle de gestion. Donc là, on est sur le PPG qui s'étale de 2019 à 2023, sur lequel, en fait, on flèche des linéaires en fait, d'action et avec par type d'opération. Donc, juste voilà, pour dire que donc, nous, deuxième axe, c'est vraiment sur tout ce qui va être sylviculture, donc avec les résineux qui sont plantés jusqu'en bord de berge des cours d'eau, avec donc plus du tout de végétation, de feuillus naturels en bord de cours d'eau. Donc ça, c'est un axe de travaux sur lequel on travaille. Donc c'est en fait couper cette première bande de résineux qui est de chaque côté du cours d'eau pour permettre à la végétation naturelle de revenir spontanément. On a également des travaux donc de renaturation, où donc là, on vient refaire du reméandrage de lits de cours d'eau ou de la dispersion de blocs. Donc ça, c'est dans le cadre de rivières qui ont pu être retracées mécaniquement au cours de campagnes de remembrement agricole, par exemple. Et enfin, il y a notre dernier axe que je vais vous présenter plus particulièrement aujourd'hui, qui sont les travaux agricoles. Donc là, qui consiste à mettre en place de la clôture en bord de cours d'eau pour protéger vraiment les rivières, mais en associant à cette protection la mise en place de dispositifs d'abreuvement et de franchissement de cours d'eau pour maintenir l'usage, bien sûr, agricole des parcelles. Donc, nous, sur le territoire, l'agriculture, elle se traduit par donc de l'élevage extensif de bovins de race limousine, essentiellement pour la filière viande, même si on a certains élevages plus laitiers au sud du territoire. L'agriculture, elle représente 45% de l'occupation des sols en bord de cours d'eau. Donc, évidemment, pour nous, c'est un enjeu majeur sur le territoire. De cette pratique-là, on constate il y a différentes pratiques qui sont associées à cet élevage-là, qui peuvent être dommageables pour les milieux aquatiques, donc notamment les rivières, dans notre cas, qui vous est illustré par les photos ci-dessus. Donc, à gauche, on a un problème de piétinement en fait des berges. Voilà, ça c'est issu d'un abreuvement qui peut être non maîtrisé, non maîtrisé au cours d'eau, où en fait tout le troupeau va descendre à la rivière pour boire sans aucune stabilisation. Donc on va avoir des berges qui s'effondrent, également potentiellement de l'apport d'urine, de matière fécale au cours d'eau, un relargage aussi du phosphore qui pouvait être piégés dans les berges, et donc du coup une remise en question potentielle de la qualité de l'eau, donc à la fois pour l'abreuvement du bétail, mais aussi pour les usages qu'on peut retrouver un peu plus en aval, donc l'eau potable et les zones de baignade avec des blooms de cyanobactéries. Sur notre territoire, on a également une pratique donc, qui est tolérée donc, par les organismes réglementaires, qui est la mise en place de rigoles. Donc, c'est des petits fossés là, que vous voyez à droite sur la photo du milieu. Donc, ce sont des fossés qui font 30 cm de large par 30 cm de profondeur, et qui ont pour but de venir drainer en surface les parcelles agricoles, dans le but de permettre une mise auprès des animaux plus tôt dans la saison et aussi plus longtemps, en améliorant la stabilité des sols. Le problème principal pour nous, c'est que donc, on a des réseaux de rigoles sur certains bassins versants qui sont très, 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 très denses. Parfois, on a autant de rigoles que de cours d'eau sur des bassins versants. Et au moment où ils font l'entretien de ces rigoles-là, on a un apport massif de sédiments fins dans les cours d'eau qui peut conduire voilà, au colmatage des frayères, et aussi une remise en cause des autres usages comme l'eau potable qui peut s'arrêter à ces moments-là. Enfin, dernière pratique liée avec l'agriculture sur notre territoire, c'est des travaux de recalibrage. Anciens, la plupart du temps, voilà, aux campagnes potentiellement de remembrement ou au moment d'installation d'ouvrages de voirie, où là, c'est vraiment une action mécanique sur le cours d'eau qui est retracée de manière rectiligne et souvent en augmentant sa capacité de débit.
Et ça conduit en fait à des cours d'eau qui sont vraiment très pauvres en diversité d'habitat. Là, vous voyez sur la photo, on n'a pas du tout de diversité d'écoulement ou de substrat. Donc voilà, donc nous, face à ce constat, il y a différents types de travaux qu'on propose en conjointement avec les agriculteurs. Donc tout d'abord, c'est leur permettre de pouvoir maîtriser l'abreuvement sur leur parcelle, donc en leur aménagement des dispositifs d'abreuvement. Donc, qui peuvent être donc des abreuvoirs gravitaires. Donc là, ça va être une prise d'eau avec une crépine depuis le cours d'eau qui alimente un ou plusieurs bacs, ou des systèmes de pompe à museau, où là, pareil, c'est un prélèvement dans le cours d'eau depuis une crépine, et puis après, la vache vient appuyer avec son museau sur la pompe, et ça marche plutôt bien, bon, dans le cadre de plutôt petits troupeaux. Nous, le dispositif qu'on met en place le plus fréquemment, c'est la descente aménagée. Donc, c'est la photo que vous avez sur la droite. Donc c'est un aménagement en fait de la berge qui est légèrement décaissé et surtout restabilisé avec du caillou, et puis la mise en place d'une structure bois qui permet en fait à la vache de passer la tête pour boire au ruisseau, mais n'est plus directement dans le ruisseau. Voilà. Également, donc, on propose des dispositifs de franchissement, donc des ponts ou des passages sur demi-bus. Donc c'est des bus qui sont coupés dans la longueur pour faire des petits ponts un peu comme sous des arches, quoi. Voilà, donc pour permettre à la fois les passages de tracteurs, mais aussi du bétail. Là, pareil, il y a un dispositif qu'on met plus en place régulièrement, c'est le passage à gué, parce qu'il a le double avantage de permettre donc le passage bétail et engin, et aussi de faire un point d'abreuvement pour le bétail. Donc, on a un peu un aménagement qui combine tout ce qu'on veut. Voilà. Et bien sûr, ces dispositifs-là sont toujours mis en place avec une association de mise en défense des berges. Donc, c'est de la pose de clôture en bord de cours d'eau pour être sûr que le bétail n'aille pas à un autre endroit que les endroits qui ont été aménagés. Donc là, c'est l'exploitant agricole qui choisit en fonction voilà, de ses préférences, de ses habitudes, quel type de clôture il préfère mettre en place. Donc ça peut être de la clôture barbelée, de la clôture électrique ou de la clôture déportée. C'est la photo que vous avez en bas, qui a l'avantage de ne nécessiter qu'un seul piquet. Et on a 2 isolateurs blancs là qu'on peut mettre de chaque côté et qui permettent de protéger le cours d'eau des 2 côtés. Tout en sachant que ça, c'est applicable que pour des cours d'eau de faible largeur, évidemment. 80 cm, c'est le maximum. Donc voilà, donc maintenant qu'on avait les problématiques sur le territoire et puis les moyens de lever ces impacts potentiellement négatifs des pratiques agricoles, voilà, le but, ce n'était pas de garder ça pour nous. Il a vraiment fallu travailler à établir un constat commun en fait, avec la profession. Donc pour ça, en fait, il y a des groupes de travail qui ont été mis en place sur le territoire, donc qui ont rassemblé les chambres d'agriculture, les CIVAM, c'est les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, le conservatoire des espaces naturels qui sont également amenés à travailler avec les agriculteurs, la DDT pour les aspects réglementaires, etc. Donc voilà, donc pour que ce constat il soit vraiment partagé à tout le monde et que chacun à son niveau puisse relayer le message. On a également organisé des journées d'animation donc avec les chambres, avec des entrées, des thématiques plutôt agricoles, donc soit sur l'abreuvement ou sur une pratique particulière qui est le pâturage tournant. Et en fait, nous, on vient en complémentarité en disant que voilà, les aménagements qu'on propose sont compatibles avec ces pratiques-là. Donc, on a aussi après organisé des visites de chantier GEMAPI chez les premiers exploitants qui se sont lancés. Et puis, on a développé de la communication donc avec des plaquettes, en fait, abreuvement au champ, qui donc reprenaient les éléments donc, partagés du constat commun et les types de travaux qu'on proposait au sein de la collectivité. Donc, le démarchage des exploitants agricoles, donc nous, il se fait soit au téléphone, soit lors de ces réunions ou au gré des visites, au gré des rencontres qu'on peut faire sur le terrain. Comme l'a dit la première intervenante, tout n'est pas si simple. Et donc, on a un certain nombre de freins à la réalisation de ces aménagements. Donc, d'une part, il y a tout ce qui est question d'entretien et notamment des clôtures en bord de cours d'eau. Voilà, par exemple, si vous posez de la clôture électrique, il y a une nécessité derrière d'entretien si vous voulez que la clôture fonctionne toujours. Et aussi, nous, on fonctionne sur un principe de reste à charge pour l'exploitation, donc qui a été jusqu'à présent à hauteur de 30%, mais là qui va basculer à une hauteur de 20%.
Et ce reste à charge est des fois un élément bloquant pour certaines exploitations on peut avoir des difficultés de trésorerie. Donc qui amène à repousser les projets, les annuler ou les étaler dans le temps. Heureusement, on a quand même un certain nombre de motivations de nos exploitants. Donc, d'une part, en lien avec le fait que nos travaux ils sont tout à fait compatibles avec leurs pratiques agricoles, donc que ce soit pour l'allotissement des parcelles ou la pratique du pâturage tournant, qui est un allotissement particulier. En fait, c'est réaliser de petites parcelles où on va avoir une grosse charge une grosse pression de pâturage. Donc, les animaux vont rester 2-3 jours et puis hop, ils vont basculer sur la parcelle d'à côté. Donc, ça, c'est une pratique qu'on a sur le territoire. Il y a également tout ce qui va permettre de s'affranchir en fait du réseau AEP ou même de l'utilisation de la tonne à eau. Effectivement, il y a certains agriculteurs, le cours d'eau est tellement abîmé que les vaches n'arrivent pas à boire dans le cours d'eau. Donc, ils sont obligés d'amener de l'eau sur la parcelle. Et donc, dans ce cas-là, en fait, réaménager le cours d'eau et le protéger leur permet d'avoir une ressource en eau du coup gratuite sur leur parcelle. Donc, il y a tout ce qui va être lié au risque sanitaire, donc avec les développements de bactéries et de maladies donc sur le bétail. Les risques de chute aussi, donc ça c'est plus dans le cas de cours d'eau plus importants où des fois on a des agriculteurs qui ont eu des problèmes avec des veaux qui sont tombés dans la rivière et qui du coup veulent clôturer pour que ça n'arrive plus. Des pertes de terrain, donc là soit par érosion excessive des berges, dans le cas des gros cours d'eau où on va avoir vraiment des départs de berges qui vont pouvoir se faire depuis en fait les points où le tracteur passe où les vaches descendent boire. Ou la création, à contrario, de zones de bourbiers. Donc là, c'est plus dans le cas des petits cours d'eau qui vont être totalement piétinés. Et donc là, du coup, il n'y aura plus qu'une espèce de marécage au milieu de la parcelle. Et bien évidemment, on a aussi une certaine part d'agriculteurs qui ont une sensibilité environnementale, qui sont vraiment sensibilisés à ça et qui ne veulent pas faire n'importe quoi sur leur parcelle. Et aussi tout ce qui va être solidarité amont-aval, donc soit vis-à-vis des usages sur le territoire ou entre agriculteurs. C'est-à-dire se dire, moi j'ai une eau de bonne qualité qui arrive dans ma parcelle, je la préserve pour les usages qu'on a plus en aval. Donc, tout ça, ça nous a permis, là, depuis 2013, que les travaux ont été commencés à être lancés sur le territoire, de mobiliser 45 exploitations différentes. Ça correspond à 45 km de cours d'eau restaurés et 745 hectares de parcelles riveraines à un cours d'eau aménagé. Et là où on est vraiment content, c'est que dans certaines parties du territoire, on a même des agriculteurs en fait, qui se lancent en autonomie sans financement public. Donc, ça veut dire qu'ils ont compris le message, ils ont compris les bénéfices que ça avait pour eux. De par les journées techniques, ils savent comment mettre en place ces aménagements. Donc, du coup, ils le font seuls et ils n'ont même plus besoin de nous. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Donc bien sûr, si on en revient à la biodiversité, donc voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, dans certains cas, en fait, on est amené à avoir une action plus forte que de la simple protection de nos cours d'eau. On peut associer donc ces travaux agricoles à des travaux de reméandrage. Donc là, c'est le cas des photos en haut. Vous avez l'avant-travaux avec des berges piétinées et puis et un cours d'eau assez droit. Puis l'après-travaux, donc un an après, avec un cours d'eau qu'on a reméandré, rechargé en taille de gravats différents pour permettre d'avoir des habitats variés et puis du substrat pour de la frayère. Voilà, et bien sûr, donc des berges protégées par de la clôture. Donc là, ça favorise aussi le retour de la végétation en bord de cours d'eau, donc soit une végétation herbacée, mais aussi éventuellement une végétation arborée avec des aulnes après qui peuvent repousser, etc. Donc, sur le territoire également, on a l'enjeu de nos espèces patrimoniales et protégées. Donc, on sait que, voilà, a priori, nos travaux permettent de préserver la qualité physico-chimique de nos rivières, qui est essentielle pour les populations de moules perlières ou encore d'écrevisses à pattes blanches. Et aussi également de la limitation du colmatage des zones de frayère. Donc là, c'est surtout pour la truite fario, qui a besoin
d'un substrat plutôt de type gravier, assez oxygéné, sinon les œufs peuvent mourir. Surtout que donc, la moule perlière a un cycle biologique qui est lié aussi au cycle de la truite, puisque les larves de moule perlière se fixent sur les ouïes de la truite. Donc voilà, donc en protégeant l'ensemble du système donc de nos cours d'eau, on a vraiment quelque chose de vertueux pour notre biodiversité. Dernier enjeu qui est apparu récemment sur le territoire, donc c'est celui de la ressource en eau. En fait, depuis 2019, on observe les premiers à sec de nos cours d'eau, ce qui n'était jamais arrivé. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on suit en interne par un certain nombre de stations et donc du coup qui nous a permis d'identifier sur des bassins versants qui étaient très sensibles à cette perte de précipitation, de pouvoir définir en fait quels affluents restaient en eau, même en cas de déficit hydrique, et donc du coup d'être en fait des potentielles zones de refuge pour la faune piscicole. Et donc, du coup, on a décidé à l'avenir de prioriser encore plus nos actions sur ces cours d'eau-là refuges, parce que bien sûr, si en fait ils sont dégradés par ailleurs et qu'ils sont inhospitaliers pour la faune piscicole, on a vraiment un risque de perdre toutes nos populations sur ces bassins-là très sensibles. Enfin, donc, pour tout ce qui est de concilier l'agriculture et la biodiversité, bon, alors nous, on a quand même une chance sur le territoire, c'est qu'on a des pratiques agricoles qui, de par leur nature, sont plutôt favorables à la biodiversité. Déjà, on n'a pas du tout de culture, ça représente 5% de la surface agricole du territoire, moins de 5% de la surface agricole du territoire, et si on regarde en bord de cours d'eau, c'est même pas 1%. Donc pour l'instant, on n'a pas du tout de problématique d'intrants, de phytosanitaires, etc. Puisque donc du coup on a une agriculture d'élevage extensif, donc basée sur des prairies, et donc qui permet en fait de maintenir une ouverture de milieu qui est quand même favorable à la biodiversité, donc notamment floristique avec des orchidées, aussi des drosera, puisque du coup on est plutôt sur des prairies humides. Et même certaines pratiques que je vous disais tout à l'heure, donc comme les rigoles qui peuvent être dommageables au cours d'eau, sont en partie aussi favorables à la biodiversité, puisque ce sont des habitats pour certains amphibiens, donc notamment les tritons. On a quand même un petit point noir, voilà, sur lequel on arrive moins à jouer avec nos actions, c'est sur celui en fait, du coup justement de ce caractère humide de nos parcelles, avec des travaux soit de captage de sources, principalement de captage de sources pour faire de l'abreuvement, donc qui sont encadrés par une réglementation et qui donc du coup peuvent se faire sans qu'on soit associé. Mais du coup, on a fait un travail justement avec la Chambre d'agriculture, pour que en fait on puisse être associé quand il y a des projets d'aménagement, de captage de sources, et s'il y a une rivière qui passe pas loin, qu'on puisse être associé, démarcher l'exploitant pour voir en fait si on peut pas faire aussi quelque chose pour le cours d'eau. Et donc c'est en partant de ça qu'on a développé en fait le principe de bilan environnemental sur nos projets. Donc là par exemple c'est l'exemple d'un projet agricole qui a été mené en 2018. Voilà, l'exploitant souhaitait capter une source pour faire un bac pour l'abreuvement de ses vaches. Il y avait un cours d'eau qui passait au début de cette parcelle-là, et puis surtout sur d'autres parcelles. Sur la parcelle concernée, effectivement, le captage semblait être la solution la plus optimum pour l'abreuvement, vu que le cours d'eau était très petit, et puis c'était très humide, donc compliqué de faire un abreuvoir stabilisé depuis la rivière. Mais donc, du coup, on a pu, on a fait un travail conjoint avec la Chambre qui nous a permis, en fait, d'associer, en fait, derrière, OK, vous allez impacter une petite partie de zone humide parce que vous avez besoin d'un dispositif d'abreuvoir sur votre parcelle, mais du coup, en contrepartie, vous mettez en défend le cours d'eau derrière. On vous propose également de le retracer, parce que bon, c'était un cours d'eau qui était tout droit, donc on a également fait du reméandrage, etc. Et donc, du coup, au final, on a perdu un peu de zones humides, mais en fait, on a gagné sur le cours d'eau. Donc, et en plus, il y avait un obstacle qui n'était pas très franchissable. Donc, du coup, on a pu aussi travailler sur cet obstacle et permettre aussi de rouvrir ce linéaire-là pour la faune piscicole. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, il y a des pratiques agricoles qui sont importantes pour les exploitants. Réglementairement, elles sont autorisées.
Ils n'ont pas besoin de nous pour les faire, ils peuvent les faire sans nous, sans contrepartie environnementale. Sauf que voilà, le choix est fait de nous associer quand c'est possible. Et si l'exploitant est d'accord, du coup, ça permet d'avoir en fait finalement un bilan environnemental plutôt positif. Voilà. Donc je sais pas, voilà, donc c'est terminé pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère que j'ai pas été trop vite. Je parle un peu vite. Voilà. Non, ça a été parfait. Je pense qu'on va passer à la dernière présentation et si des questions sont à venir, elles pourront être posées dans le chat ou à la fin. Donc, je laisse la parole à Alexandra Miniki pour la commune de Bègles. Oui, bonjour. Donc, effectivement, là, on va changer complètement de contexte. Alors, je vais faire un partage d'écran. Alors oui, on change complètement de contexte. Alors moi, je vais être un peu plus courte parce que ce n'est pas ma spécialité non plus, l'agriculture. Je me présente tout d'abord. Donc, je suis Alexandra Miniki et je suis responsable du service transition écologique de la ville de Bègles. Pour situer un peu Bègles, pour ceux qui ne connaissent pas, alors on est une ville très urbaine de 30 000 habitants. On est limitrophe à Bordeaux par le sud. Donc, nous n'avons pas du tout les mêmes problématiques que les différentes interventions qui ont été partagées. Puisque, alors nous, c'est plutôt du maraîchage, de l'agriculture urbaine amatrice pour le moment. Nous essayons de mettre en place un maraîcher, de l'agriculture professionnelle, mais on est sur des superficies très restreintes puisqu'on est sur des superficies d'environ 2 à 3 hectares. Donc, ce n'est vraiment pas les mêmes enjeux que ceux qui ont été cités précédemment. En tout cas, moi, je vais vous expliquer là comment on essaye d'intégrer de l'agriculture urbaine dans nos projets d'aménagement urbain. Donc là, c'est l'exemple d'un jardin qui a été réalisé dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain. Pour contextualiser aussi, on est en 2011 lorsqu'il y a cette opération. Donc, effectivement, en 2011, l'agriculture urbaine dans les politiques de transition écologique n'était pas encore… aujourd'hui, on voit beaucoup de projets d'agriculture urbaine dans les projets d'aménagement. Il y a 10 ans, c'était beaucoup moins le cas et c'était assez novateur dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain. Donc, juste aussi, je dis beaucoup le mot contextualiser, mais c'est important. Sur Bègles, aujourd'hui, on a une 50aine de parcelles de jardins partagés avec des parcelles collectives, ce qui est le cas là dans la présentation que je vais vous faire. Du coup, le quartier de Torres, dont là vous avez une illustration. Donc on est, comme je vous le disais, en milieu très urbain, on est en quartier prioritaire où avant qu'il y ait ce jardin, il y avait très peu d'espace vert. L'espace public était surtout pris par les jeunes et par les problématiques que l'on peut rencontrer dans les quartiers prioritaires, notamment les problématiques de deal en pied d'immeuble. Donc, lorsqu'il y a eu cette opération de renouvellement urbain, une large concertation a été menée avec les habitants du quartier pour savoir ce qu'ils voulaient sur leur espace public. Il faut savoir aussi que c'est un quartier où on a une partie des résidents qui sont quand même âgés, on a quand même si c'est un bailleur social, on a beaucoup de propriétaires sur ce quartier qui ont acheté leur appartement dans les années 60 et qui n'avaient pas du tout la même vie que celle qu'ils ont actuellement, qu'ils avaient dans les années 2010, avec des habitats qui se sont beaucoup dégradés et des espaces publics qui étaient dégradés et qui n'étaient plus utilisés du coup par les habitants. Du coup, des ateliers de concertation ont été menés avec les habitants.
étant donné que c'est un quartier prioritaire, on a quand même une large partie de la population du coup, qui est en précarité et qui est suivie par le centre social de la commune. Donc, la ville a proposé au centre social de pouvoir mener les concertations avec les habitants et d'animer cet espace. Alors, c'est très important d'associer le centre social puisque les usagers du centre social n'auraient pas forcément été à des concertations avec une autre association spécialisée parce qu'il y a vraiment un lien qui est noué par le centre social qui suit ses habitants et ce lien, voilà, les habitants ont confiance en les animateurs qui sont dans ce centre social et ça n'aurait pas pu être le cas, on n'aurait pas pu avoir ces échanges et ces concertations avec une association qui aurait été mandatée spécifiquement pour ce projet. Alors, comment l'implication des habitants s'est faite? Alors, tout d'abord, de l'affichage au sein du quartier pour proposer aux habitants de réfléchir avec le centre social à ce projet de jardin. Comme je vous disais, le centre social a pu, parce qu'il connaissait déjà les habitants, puisque ces habitants-là participaient à d'autres ateliers, ils ont pu les motiver pour faire vivre cet espace de verdure au sein de ce quartier. Ils ont pu dessiner avec les habitants cet espace, comment est-ce qu'ils voulaient voir cet espace. Et en fait, les habitants, ce qu'ils souhaitaient aussi, c'est de pouvoir avoir un visuel depuis leur balcon. Donc, le jardin a été dessiné au départ de façon à ce que quand les habitants sont sur leur balcon, qui sont de tout petits balcons, donc ils ne peuvent pas forcément les investir, ils pouvaient avoir une belle vision de leur quartier qui était jusqu'à présent très, très minéral. Cette année-là, alors nous avons une fête, la fête de la morue à Bègles tous les ans, qui est une fête très populaire. C'est une grande fête à Bègles, pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi la morue? Parce qu'on a un passé lié à la morue, puisque les morues qui arrivaient de Terre-Neuve arrivaient sur Bordeaux et étaient séchées sur Bègles. Du coup, nous avions énormément de sécheries de morues, ce qui fait une particularité aussi de nos sols, puisqu'on a des sols avec une grande présence du coup de sel sur certaines parties du territoire. Et cette année-là, tous les ans, nous avons un thème à cette fête de la morue. Et cette année-là, le thème choisi était la morue rencontre la pomme de terre. Du coup, les habitants ont décidé de planter des pommes de terre dans tout leur jardin. Et ils ont eu une récolte assez importante. Du coup, ça les a motivés pour se mobiliser davantage et pour pouvoir, du coup, cultiver tous les ans et récolter davantage. Ce qu'il a été aussi, c'est pour avoir vraiment cette mobilisation des habitants, il a fallu que le centre social organise chaque samedi matin un atelier sur ce terrain. Depuis 2012, du coup, tous les samedis matins, des ateliers sont organisés. Ça va faire 10 ans que cet espace, du coup, existe et il vit toujours en partie grâce à l'animation par le centre social. Il a fallu du coup que les animateurs du centre social se forment à l'agriculture puisqu'ils n'étaient pas du tout formés pour cultiver, pour créer un jardin et le cultiver. Donc, nous avons fait des formations pour les animateurs pour qu'ils puissent effectivement animer ces ateliers et entretenir le jardin. Ça fait une grosse partie de travail parce qu'effectivement, il y a ces ateliers, mais à partir du mois de février, commencent les semis. Donc, les animateurs sont vraiment investis et ça prend quand même beaucoup de temps
faut savoir qu'un animateur du centre social ne fait pas que ça. Donc, c'est une animatrice, en l'occurrence, 2 animatrices qui animent ce jardin. Donc, elles animent le samedi matin, mais elles y sont aussi quand il y a les périodes de mise en culture, elles y sont régulièrement. Et elles ont aussi d'autres missions, d'autres réunions. Donc, après avoir animé le jardin, vite, elles enlèvent leur tenue d'animatrice en jardin pour pouvoir aller sur les réunions. Donc, ça demande quand même beaucoup d'investissement de leur part. Il y avait effectivement, vu qu'on est en plein cœur d'un quartier, il y avait quand même cette crainte de vol parce que le jardin est complètement ouvert sur le quartier. Il n'y a pas du tout de clôture. Il y avait quand même une peur, du coup, voilà, qu'il soit détérioré. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, notamment parce que le centre social propose des temps festifs autour du jardin pour mobiliser. Enfin, voilà, on permet à d'autres personnes que les jardiniers du jardin de participer à ces temps festifs. Donc, par exemple, il y a des soirées soupes avec la récolte du jardin. Il y a des animations tout autour de ce jardin qui permettent que ce jardin soit totalement respecté. Il y a aussi, par exemple, il y avait une clôture à refaire. Alors, une clôture, alors, je ne sais pas, je ne sais pas si sur ma photo, on voit la… Attendez, je reviens en arrière. Voilà, vous voyez la clôture en bois. Au bout de 10 ans, elle était un peu détériorée, donc il a fallu la refaire. Eh bien, au lieu de faire appel à une société pour refaire cette clôture, nous avons fait appel à un groupe de jeunes du quartier qui a refait avec un animateur du centre social cette clôture. Nous avons du coup participé à un projet des jeunes de voyage pour qu'ils fassent cette clôture. Donc voilà, même si les jeunes ne viennent pas jardiner, d'une certaine façon, ils participent à ce jardin, ce qui permet vraiment qu'il soit respecté tout au long de l'année. Les objectifs, effectivement, de ce projet, alors, au départ, étaient de favoriser le plaisir de créer, de produire et de partager, de permettre à moindre coût l'accès à une alimentation de qualité, puisqu'effectivement, dans ces quartiers prioritaires, avec une population en grande précarité, c'est vrai que l'alimentation saine n'est pas forcément une priorité des habitants, mais avec ce jardin, nous profitons de ce jardin pour faire des ateliers de cuisine, de faire des ateliers zéro gaspille, comment faire le maximum de repas avec ce qu'on peut avoir dans le frigo, avec les restes que l'on peut avoir dans le frigo. Donc voilà, ça permet un support concret à l'éducation à l'environnement. Ça améliore effectivement les paysages. Comme je vous le disais, les habitants ont accès à un visuel aujourd'hui de qualité. Et aussi une chose qui n'était pas dans notre tête il y a 10 ans, mais qu'aujourd'hui, on a quand on refait un centre de quartier, c'est vraiment pouvoir permettre à ce que le quartier ait une dose de fraîcheur en été, puisqu'effectivement, ces jardins participent à la réduction des îlots de chaleur urbains. Ça permet effectivement de créer les continuités écologiques au sein de notre tissu urbain très dense. Ça nous permet aussi d'apprendre aux jardiniers à jardiner selon des modes éco-responsables et à d'autres jardiniers, puisqu'on fait des animations autour du jardinage éco-responsable pour aussi les jardiniers, les habitants qui ont des jardins privés. Comme je vous le disais également, ça participe à la relation de bon voisinage, puisqu'aujourd'hui, les jeunes qui sont en pied d'immeuble peuvent venir donner un coup de main quand il faut porter des sacs de terreau, etc. Donc, ça a vraiment
amoindri les relations de peur qu'il pouvait y avoir aussi entre les personnes âgées et les jeunes qui ne se comprennent pas toujours. Ça facilite effectivement la rencontre, d'où la création d'un lien social. Et du coup, les habitants se sont vraiment réappropriés l'espace public. C'est vraiment très important que cet espace public soit vraiment rendu à l'habitant. Et aujourd'hui, dans l'ensemble de nos projets d'aménagement, l'habitant est au cœur. On lui demande effectivement ce qu'il veut pour son espace public, puisque c'est l'habitant qui sera ensuite l'usager principal de l'espace public, et ça permet effectivement de créer un espace d'initiative citoyenne permettant que ce projet, au bout de 10 ans, on a 10 ans d'expérience maintenant sur un jardin en plein cœur de cité entièrement ouvert et qui marche, qui fonctionne de plus en plus. Effectivement, alors aujourd'hui, on a un peu moins de monde sur les ateliers, mais c'est dû à notre situation sanitaire actuelle où il y a un peu de crainte effectivement des habitants à se mélanger. On a une grande partie de la population qui est quand même âgée, mais au bout de 10 ans, ce projet dure toujours et est un bel exemple pour nous pour continuer à mettre en place des jardins partagés au sein de tous nos quartiers. On a beaucoup de nouveaux quartiers qui sont en création et le jardin partagé aujourd'hui est un élément indispensable pour les projets d'aménagement. Alors, j'ai été assez rapide, mais c'était pour vous montrer aussi un projet concret. Effectivement, on n'a pas du tout les mêmes contextes problématiques que les projets en milieu rural. Et si je pouvais faire un parallèle avec les autres projets, la dernière présentation, aujourd'hui, nous travaillons à la mise en place d'une agriculture professionnelle. Et ce qu'on peut noter, c'est que la profession, le métier de maraîcher en milieu urbain n'est effectivement pas exactement le même que le maraîcher en milieu très rural, puisque s'occuper de 2 hectares, ça ne prend pas le même temps et les mêmes missions que sur des grandes surfaces. Et le maraîcher en milieu urbain doit pouvoir aussi proposer des animations sur son terrain, proposer l'accès à venir, un accès direct à sa ferme pour proposer des paniers, etc., pour pouvoir avoir un revenu efficient. J'ai été assez rapide. Pour moi, j'ai permis de pouvoir finir à temps. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci à vous, Alexandra. Oui, comme elle vient de le dire, est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions à poser par les participants ou pas? L'ensemble des présentations a été suffisamment clair. Bon, en tout cas, on voulait remercier avec Géraldine les trois personnes qui ont fait leur retour d'expérience, donc un regard assez généraliste sur l'agriculture et la biodiversité, et de retour sur le territoire néo-aquitain avec un regard rural et un regard urbain, donc ce qui permet aussi de voir une petite diversité d'actions possibles sur ce champ-là. Donc, je vous rappelle que la question a été posée. Le webinaire sera bien mis en ligne sur la page dédiée avec l'ensemble des présentations. Donc, vous serez tenu informé de cette mise en ligne. Nous vous sollicitons aussi pour donner votre avis. Donc là, je mets le lien dans le chat pour faire un retour sur ce webinaire-là, puisque d'autres sessions seront proposées l'année prochaine sur d'autres thématiques avec d'autres formats. Donc, l'objet est aussi de faire évoluer les webinaires pour répondre le plus possible à vos besoins et à vos interrogations. Et enfin, n'hésitez pas à candidater au dispositif TEN, puisque la vague et la session actuelle se clôturent le 31 décembre. Donc, il est encore possible de déposer un dossier, de faire appel à RBNA pour avoir un regard et pour vous aider dans le montage des dossiers. Donc, vous pouvez nous contacter au pôle
accompagnement, aux adresses que je vous mets dans le chat également. Et Géraldine a donné le lien de la page que je vais remettre aussi dans le chat. Donc déjà ça. Hop. Donc le temps que j'écrive les contacts, je vous laisse les prendre en note. Et si vous n'avez pas de questions, nous pouvons vous libérer et vous laisser aller prendre votre pause déjeuner et poursuivre votre journée. En vous remerciant pour votre participation et en vous disant à bientôt pour un autre webinaire ou un accompagnement. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.